à tous, donc, je suis Stéphane Royer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président de l'Association des repas ufologiques de France. Je suis aussi le responsable du repas ufologique de Paris. Nous recevons de nombreux invités, nombreux conférenciers, parmi lesquels un certain nombre de personnes qui traitent du sujet des abductions. Voilà, donc les abductions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit, si on le traduit de l'américain, il s'agit du mot enlèvement. Enlèvement, effectivement, de terriens, de personnes comme vous et moi, par, effectivement, des êtres que l'on dit venir d'ailleurs. Alors, les abductions, effectivement, ont une histoire, puisque c'est un phénomène relativement récent, en tout cas au moins dans notre histoire connue. En fait, les abductions sont un terme qui remonte plutôt à la fin des années 70, milieu des années 80, parce qu'auparavant, on avait donc un certain nombre de personnes, de terriens, qui avaient affaire à des êtres venus d'ailleurs, mais qui les rencontraient sur Terre, lorsqu'ils atterrissaient, ou à bord des ovnis. Donc en fait, on parlait à ce moment-là de contacter. Le terme abduction est plus récent, donc, et il est venu effectivement avec un certain nombre de cas, avec des cas comme par exemple Wesley Straver dans les années 80, donc cet écrivain qui a été enlevé par des êtres qu'on qualifie de gris, avec donc une grosse tête et des yeux globuleux. En fait, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment les deux premiers, Communion et Transformation, qui ont relaté son histoire. Bon. Alors évidemment, avec le temps, un certain nombre d'auteurs se sont intéressés au sujet et ont écrit sur ce sujet, alors, notamment aux États-Unis, parce que c'est un sujet qui a d'abord pris naissance aux États-Unis. On parle notamment de Bud Hopkins, le plus connu, Bud Hopkins, 1931-2011, qui était un artiste, artiste peintre, plasticien, et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Puisque c'est quelqu'un qui recevait donc des personnes qui avaient donc reçu, qui avaient vécu des histoires pour le moins surprenantes et qui a relaté leurs histoires sous hypnose, mais aussi bien entendu de vive voix à l'état conscient, dans trois ouvrages principaux qui sont Missing Time, traduit en français sous le titre Enlèvement extraterrestre, les témoins parlent, Intruders et Witnessed. On a aussi David Jacobs, un historien américain né en 1942, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont certains ont été traduits en français. Je vais vous donner les titres français, hein, comme Les kidnappeurs d'un autre monde. Et pour le dernier, Il marche parmi nous. On a John Mack, psychiatre américain, 1929-2004, qui lui a écrit deux ouvrages essentiels sur le sujet. John Mack, qui, rappelons-le, a travaillé à Harvard et qui a reçu le prix Pulitzer pour son ouvrage sur Lawrence d'Arabie. Donc il a écrit Abduction, qui a été traduit par le titre Enlevé par les extraterrestres, et Passport to the Cosmos, donc Passeport pour le cosmos. On peut citer d'autres auteurs moins connus, comme Carla Turner, 1947-1996, qui était elle une expérienceuse, c'est-à-dire qui a vécu elle aussi un certain nombre d'histoires, qui a écrit plusieurs livres non traduits en français, Masquerade of Angels, Into the Fringe, Taken, et Barbara Bartolic, qui était aussi donc une amie de Carla Turner, donc 1939-2010, elle aussi expérienceuse et auteure. Voilà. Donc on pourrait aussi citer Eve Lorgen, qui elle est une spécialiste de la biochimie, mais qui a aussi travaillé sur la psychologie, et qui a écrit un livre en anglais qui s'appelle The Love Bite, hein, voilà, l'amour qui mord en fait, où cet ouvrage traite justement des rencontres entre abductés. Voilà, vaste sujet. Et en France, évidemment, nous ne sommes pas en reste, puisque nous avons donc Nicolas Dumont, qui est un psychologue, clinicien, psychothérapeute, dont nous parlerons de toute façon, qui a écrit un livre qui s'appelle Clinique des abductions, impact et contact, sorti l'année dernière en 2021. Et on a aussi l'ouvrage collectif du CERO France, Rencontres extraterrestres, des expérienceurs français parlent. Alors, Isabelle, vous allez peut-être pouvoir nous parler du CERO France. Qu'est-ce que le CERO? Quel est son historique et son objectif? Donc le CERO, ça signifie contact et enlèvement lors de rencontres ovnis. A été initié par Myriam Melville, qui a rencontré Nicolas Dumont. Eux deux ont créé le CERO, qui était une association de soutien aux personnes abductées. Parce que, en fait, Myriam, comme elle l'explique bien souvent dans ses interventions, est quelqu'un qui a vécu des choses, qui a vécu des choses lors de l'abduction, et n'avait trouvé personne pour pouvoir en parler de façon sérieuse, de façon en prenant du recul et en essayant de voir de quoi il s'agissait. Donc, elle a été amenée à créer le CERO et elle a voulu pour cela travailler avec des psychologues cliniciens, donc avec Nicolas Dumont. Nicolas, que je connaissais par ailleurs, puisqu'on était tous les deux à l'INRES. Donc il y a tout un historique comme ça entre l'INRES et la création du CERO.
Et à la suite de ces quelques temps, Nicolas m'a demandé d'intervenir au CERO, sachant que j'étais aussi psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute comme lui. Voilà, quelles sont les prémices du CERO. Et alors, quel est l'objectif du CERO France? Alors, l'objectif du CERO, c'est de vraiment venir en aide. C'est-à-dire, d'abord, c'est un lieu d'écoute. C'est un lieu d'écoute, c'est un lieu où les gens peuvent raconter leur histoire, je dirais presque même la déployer. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de raconter des faits, mais d'aller explorer tout autour, de se donner des hypothèses, d'explorer ces hypothèses avec les autres personnes, puisque nous avons des groupes de parole. Donc, si vous voulez que je vous raconte comment ça se passe, les personnes qui pensent avoir été abductées contactent le CERO France, envoient un message à Myriam ou bien à Bérangère, et ensuite on les recontacte. Les personnes racontent leur histoire une première fois, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de premier filtre en quelque sorte, pour savoir si l'histoire fait vraiment penser à une abduction par certains détails, par certaines façons de raconter l'histoire, certaines choses qui vraiment mettent en exergue l'idée que ça pourrait être une abduction. Et ensuite, il y a un deuxième entretien qui est un entretien avec un psychologue. Nous sommes actuellement 3 psychologues. Donc je vais vous décrire un petit peu le protocole qui existe au CERO. Les personnes contactent Myriam ou Bérangère par l'intermédiaire d'un mail en racontant la tenue de leur histoire, ce qui s'est passé pour eux. Ensuite, ils sont recontactés. Ils peuvent de nouveau raconter à la personne qui peut leur poser des questions plus précises, aller dans des détails que peut-être eux ont oubliés ou bien qui leur a semblé être anodins. Voilà, il y a un premier échange et ensuite il y a un deuxième échange avec les psychologues. Alors pourquoi les psychologues? C'est parce que nous sommes tous des psychologues cliniciens, psychothérapeutes, et nous avons l'habitude des différentes formes de pathologie et des différentes formes de personnalité aussi. Et ça, c'est important pour pouvoir se rendre compte et savoir si effectivement l'abduction est quelque chose qui semble un fait avéré, ou bien si ça pourrait être le fait d'une imagination un petit peu trop débordante, ou peut-être même des cas hallucinatoires, ça peut arriver. S'il y a des personnes dont on soupçonne que peut-être il pourrait y avoir quelque chose de pathologique, on le dit, on en discute lors de l'entretien et on réoriente vers d'autres endroits, d'autres lieux où on suggère peut-être qu'il puisse y avoir une psychothérapie, par exemple, qui puisse démarrer, ou bien d'autres instances, d'autres institutions. Donc ça, c'est important pour garder un cadre, je dirais, assez fiable, un cadre sérieux. Et c'est d'ailleurs ça qui fait le sérieux du CERO. On nous le dit souvent d'ailleurs, que le CERO est un endroit, enfin est un lieu sérieux pour lequel on peut faire confiance, en quelque sorte. On peut faire confiance aux personnes qui sont dans le cadre du CERO. Alors ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand on pense que les personnes ont eu certainement quelque chose en lien avec une abduction, à ce moment-là, on leur propose d'adhérer et on leur propose plusieurs choses, de venir dans des groupes de parole. Et ça, c'est très important, les groupes de parole, parce que les personnes peuvent raconter non seulement leur histoire, mais écouter celle des autres, interagir, discuter. Et c'est grâce à ces groupes de parole que bien souvent les personnes évoluent et se sentent moins seules, se sentent comprises et peuvent émettre n'importe quelle hypothèse sans être jugées ou sans être contredits. Enfin, contredits. Ils peuvent être contredits, mais toujours dans le respect de la personne. Donc il y a des groupes de parole, il y a aussi des groupes, alors sur Internet, comment on peut dire non, c'est pas Internet. Oui. Il y a aussi des groupes sur Skype, donc qui sont des groupes pour les personnes qui ne peuvent pas venir en groupe de parole, donc parce qu'on a des personnes sur toute la France. Donc il y a évidemment des personnes qui ne peuvent pas se rendre sur les groupes de parole, donc il y a des groupes par Skype, une fois tous les 2 mois. Et puis aussi, il y a, je propose des séances d'hypnose pour les personnes qui viennent en groupe de parole. Je propose l'après-midi une séance d'hypnose pour les personnes qui le souhaitent, qui le veulent, de manière à explorer. Alors,
toujours dans le respect de la personne elle-même. Le but n'étant pas tellement de découvrir des choses extraordinaires, il s'agit pas de recherche, il s'agit d'aide. Et on est dans l'aide à la personne. On est dans l'aide qui signifie une certaine neutralité, en tout cas au niveau de la théorie ou des hypothèses. On essaye d'être le plus neutre possible pour que la personne s'empare elle-même de ce qu'elle a vécu véritablement. Après, la personne peut faire ses recherches, faire ses propres hypothèses, discuter avec d'autres, mais le but du CERO n'est pas tellement de construire des théorisations ou d'embrigader les gens dans des théorisations, que de laisser les personnes libres de leur propre parcours. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, voilà comment se déroule le protocole d'entrée dans le CERO. D'accord. Et alors moi, j'ai envie de vous poser une question, Isabelle. Vous avez en partie répondu, c'est quel parcours peut-on avoir pour justement recevoir, pour écouter des personnes qui ont vécu parfois des choses traumatisantes? Donc, est-ce qu'il existe des formations? Est-ce qu'il y a un parcours obligé? Est-ce qu'il peut y avoir des qualités pour être à l'écoute de ces abductés, de ces expérienceurs? Alors, je dirais que chaque personne qui a une sensibilité particulière pourrait le faire, peut-être. Hein, on voit beaucoup de gens qui écoutent des personnes qui ont subi ces traumatismes-là, qui font des séances d'hypnose. On en voit beaucoup sur Internet, sur YouTube, etc. Et je ne nie pas la qualité, quelquefois, de ces échanges ou de ces sessions. Mais le CERO a voulu se doter de personnes professionnelles. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a, je pense, enfin, ça c'est mon avis, peut-être que Myriam ne l'avait pas pensé de cette façon-là, mais ça c'est mon avis. Je pense que des personnes qui ont des diplômes reconnus sont plus à même de montrer le sérieux de ces situations. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme John Mack. John Mack, il a eu une grande importance parce qu'il était psychiatre. Et la parole d'un psychiatre, c'est pas la même chose. Malheureusement, je dirais peut-être, socialement en tout cas, c'est pas la même chose que la parole de quelqu'un qui pense que. Il a derrière lui un background, il a quand même une reconnaissance sociale. Et ça, je pense que c'est important pour cette thématique-là. La reconnaissance sociale, c'est-à-dire c'est pris au sérieux par la société puisqu'on a des personnes qui ont des diplômes et qui se mouillent, entre guillemets, à travailler sur ces sujets-là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que on est justement à même de reconnaître quand même des gens qui vraiment seraient dans des... Alors, je parle même pas de délire. On en a eu des personnes qui pouvaient être vraiment dans des choses très délirantes. On le reconnaît. Mais il peut y avoir aussi des personnes de type très hystérique aussi, ou des personnes très imaginatives, sans être hystériques. Et ça, on peut reconnaître. On peut reconnaître parce que c'est notre métier, c'est notre travail de reconnaître. Donc, replacer aussi la situation, de ce qui s'est passé, dans la personnalité. Parce qu'il peut très bien y avoir un hystérique qui a été abducté, ça peut arriver aussi. C'est pas parce que on a une pathologie qu'on n'est pas abducté, ça peut arriver aussi. Donc essayez de bien faire la différenciation entre tout ça. Et puis reconnaître que là, et ça c'est John Mack qui nous a vraiment appris ça, il s'agit vraiment de, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, d'éléments traumatiques importants. Et ça, c'est lui qui l'a vraiment mis en exergue, en avant. Voilà. Et les impacts traumatiques sont très particuliers. Ce qui est un trauma psychique, c'est particulier. C'est pas la même chose qu'une imagination. Ça se traduit. Donc ça, c'est important aussi. Et accompagner des gens qui ont été traumatisés, ça demande quelque chose. Enfin, je dirais une écoute particulière. Il s'agit d'être en même temps présent, mais en même temps pas trop imposant, je dirais, parce que quelqu'un qui est traumatisé ne supporte pas qu'il y ait des gens qui leur imposent des choses ou leur disent quoi que ce soit sur eux. La personne qui a un trauma doit vraiment faire son cheminement elle-même. Mais elle doit être certainement accompagnée ou bordée ou avoir des gens qui peuvent répondre au moment où la personne le demande. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux avoir un allongé pour gourmand? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas. Très bien. Merci Isabelle. Je crois qu'il est peut-être maintenant temps qu'on se tourne vers
quelqu'un qui a vécu justement un certain nombre de choses. Donc, Bérangère, est-ce qu'on peut vous présenter comme une expérienceuse, quelque part, une abductée? Une abductée? Oui. C'est pas le terme expérienceuse. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience. Oui, Certains utilisent ce terme. Voilà pourquoi je l'utilise aussi. Alors, j'ai envie de vous demander comment a débuté votre histoire, comment ça s'est passé, comment vous êtes rendu compte que vous aviez, vous, été abducté. Eh bien, parce que je me suis réveillée en pleine nuit et que il y avait 2 petits gris au cabinet. Donc, C'était en quelle année? Enfin, je sais pas, vous avez quel âge? en 97. D'accord. Vous aviez quel âge quand ça a commencé à se manifester? Voilà. Cette abduction-là, j'avais 37 ans, mais ça m'a fait comprendre qu'en fait, à l'âge de 20 ans déjà, j'avais vécu ça, et certainement enfant. Et ça, j'en ai pas de souvenirs. Enfin, j'ai certains souvenirs, mais j'ai compris à ce moment-là seulement que c'était des abductions. Et alors, est-ce que justement l'hypnose régressive n'aurait pas permis de faire ressurgir certains souvenirs tels qu'on utilise justement dans ce biais? Alors, les hypnoses que j'ai fait avec Isabelle m'ont permis de remettre en place les pièces du puzzle. D'accord. Et alors justement, est-ce qu'il y a des choses qui ont pris sens de manière chronologique en travaillant avec l'hypnose régressive? Ah oui, complètement, c'est complètement. Complètement. Et vous nous donnez un exemple peut-être, je sais pas. Oui, quand en 97 j'ai vécu mon abduction, j'ai vu un être que j'ai reconnu et j'ai compris que ce que j'avais vécu en 80 alors que j'avais 20 ans, c'était pas un ange, parce que je pensais que c'était un ange, mais c'était bel et bien une entité qui n'était pas humaine vraisemblablement. Et est-ce que justement lors de ces abductions, ces enlèvements, est-ce qu'il y a eu des effets physiques après qui ont été décelés, je sais pas, sur votre corps, dans votre entourage? Des effets physiques, Des marques corporelles, je ne sais pas. j'étais enceinte déjà, hein, ça c'est une chose. Et puis j'ai eu un implant à l'oreille droite, Un implant se présentait sous quelle forme? la forme d'une petite lentille, D'accord, de façon, enfin de forme circulaire, c'est ça? forme circulaire, la grosseur d'une lentille en métal. D'accord, ok. Est-ce que, qu'est devenu cet implant, en fait, tout simplement? Est-ce Il a qu'il est été mis analysé? à la poubelle par l'ORN. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ah oui. C'est une chose qu'on retrouve souvent, justement, dans les histoires d'abductés. Ouais. Voilà, des implants qui disparaissent mystérieusement, comme si, quelque part, certains voulaient s'en débarrasser. Voilà, exactement. Je lui ai Ça, c'est demandé de le intéressant. garder, mais c'est trop tard. Débarque. Ok. Et justement, est-ce que cet implant, vous avez ressenti quelque chose de particulier entre le moment où vous l'aviez et le moment où on vous l'a enlevé? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé? Je sais pas. Aujourd'hui, je me dis que peut-être j'en ai encore un. Et j'ai pas envie de le faire enlever. Bizarrement, si j'en ai un, j'en sais rien, j'ai envie de le garder. J'aimerais qu'on revienne sur les abductions. Comment sont-elles passées? Est-ce qu'il y avait l'observation de quelque chose d'inhabituel? Est-ce que ça se passait dans la chambre? Expliquez-nous. Alors la première fois, ça s'est passé dans ma chambre, en 81. Et la deuxième fois en 97, j'ai vu dans ma chambre, mais ils m'ont emmené, j'ai traversé la fenêtre fermée, je me suis retrouvée dans un endroit, une vaste pièce blanche, sur une table froide. Ça, c'est intéressant parce que c'est des récits qu'on retrouve de manière très, très répandue dans les récits d'abduction. Le fait de passer à travers une fenêtre, un mur, le fait d'avoir un visiteur au pied de son lit, on appelle en anglais les bedroom visitors, les visiteurs en chambre, et puis surtout voilà, le fait de se retrouver ensuite dans une grande pièce circulaire ou pas, avec des tables métalliques, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs que vous avez? On pourrait inciter aussi à d'autres histoires, qu'on pourrait retracer auprès d'autres expérienceurs ou abductés. Non, là tout de suite, non. Je vois pas. Ouais. D'accord. Est-ce que ces êtres que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils étaient tous, on va dire, la même famille, entre guillemets, la même race, si j'ose le terme? Alors, il y a les 2 petits gris. Ouais. Ça, ils m'ont suivi partout. Mais il y a un être que je n'arrive pas à voir. Un être qui est flou. Et c'est cet être-là que j'ai reconnu. J'ai reconnu l'avoir vu en 80, mais il était déjà flou. Et pourtant, je l'ai reconnu, je sais que c'est lui. D'accord. Donc, je sais absolument pas
Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Sa tête au flou, quelle taille avait-il? Ah, il faisait environ 1m80. Il avait une tête, des bras, des jambes, ma sorte, mais c'est tout ce que je sais Une pas. silhouette humaine, Voilà. pas animal ou autre. Non. Après, je sais pas s'il avait une peau en lézard ou ça, j'en sais rien. Alors, bien sûr, ce qui était fou. Et voilà, peut-être même que c'est un humain après tout. Je peux pas certifier que c'était. C'est ça. Et est-ce que justement l'hypnose agressive n'a pas permis de lever le flou autour de cette tête? Non. J'ai eu peur. D'accord. J'avais peur. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que le fait de se souvenir de cette tête, d'une sous-hypnose, Ouais. a un but de la tête. Ah oui, ça Isabelle peut le dire. Hein. Ça c'est. Ouais. D'accord. J'aimerais savoir si, lors des cas d'enlèvement que vous avez eus, est-ce qu'il y a eu des messages qui ont été transmis par ces êtres? Non, mais j'en ai pas de souvenir. En régression, oui, mais pas dans l'abduction même. Alors justement, puisque vous vous souvenez de choses sous régression, Ouais. de quoi vous souvenez-vous? Quelle est la teneur de ces messages? Eh bien, que je suis une des leurs, que je suis venue pour avoir des enfants, et les enfants que j'ai eus, ils en ont modifié l'ADN. Enfin, au moins 2 de mes enfants, l'ADN a été modifié. Enfants terrestres ou Ah, complètement. Complètement. les enfants que vous avez eus sur Terre? Oui, oui, Oui. 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 D'accord. Ok, très bien. Et alors, justement, est-ce qu'il y a d'autres messages qui ont été donnés par ces êtres? Non, Ou est-ce que c'était juste des messages nature, on va dire génétique quelque part? Voilà, c'était uniquement de nature génétique. D'accord. Alors justement, j'aimerais revenir aussi un petit peu en arrière sur ces histoires d'enlèvement. On sait que toutes les recherches qui ont été faites par les auteurs américains, qui ont été confirmées par les recherches en France, et partout dans le monde d'ailleurs, montrent que ces êtres enlèvent des hommes comme des femmes. Et pour ce qui relève des femmes, effectivement, on sait qu'elles sont enlevées, elles sont inséminées. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous pouvez, vous, en parler? Alors, moi, j'ai eu 2 enfants. 2 enfants qui vraisemblablement, et ça je peux pas le prouver, auraient une modification d'ADN. Pourquoi, j'en sais rien. C'est nécessaire, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ensuite, lors de respiration holotropique, j'ai revécu des accouchements d'enfants qui sont partis, qui ont été... qui sont partis dans une soucoupe. Ont été relevés par ces êtres, en fait. Il s'agissait de naissance à l'intérieur de ces vaisseaux? Je sais pas, j'ai encore dans la régression, dans la respiration holotropique, mon corps avait besoin d'accoucher parce que vraisemblablement j'avais accouché mais j'en avais pas de souvenir. Donc j'ai vécu des accouchements. Nicolas m'a fait accoucher d'enfants et après j'ai vu des enfants partir dans les vaisseaux. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez justement, sous hypnose ou consciemment, de ces accouchements? Non. Non. Et est-ce que vous avez vu ces enfants plus tard ou est-ce que vous ne les avez jamais revus? Moi non. On parlait tout à l'heure de peur comme sentiment revécu sous hypnose face à l'un de ces êtres. Est-ce qu'il y a d'autres sentiments, d'autres choses que vous avez éprouvées vis-à-vis de ces expériences? Alors ce qui était bizarre, c'est que quand j'ai vu les grilles, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas peur? On est en pleine nuit, les petits êtres là dans ma chambre. J'ai pas compris pourquoi j'avais pas peur. J'ai eu peur au moment où j'ai franchi la fenêtre parce que je sais pas compris ce qui se passait. Après, je sais pas pourquoi sous hypnose, le fait je sais pas pourquoi j'ai peur sous hypnose, parce que le souvenir, j'ai pas peur de le souvenir. Tu vois, je sais pas Isabelle, si toi tu peux dire quelque chose. Je sais pas du tout. Et à vrai dire, c'est amusant parce que je m'en souviens plus bien. Je pratique des hypnoses, j'accompagne les gens, et après, je m'en souviens plus, ou je m'en souviens très peu. C'est comme ça, même quand je fais des hypnoses avec d'autres personnes, pas seulement de personnes enlevées, mais c'est peut-être mon économie psychique qui me permet, qui me fait enlever ces choses-là, sinon j'aurais trop de choses dans la tête. Donc, je me souviens plus. Très franchement, je sais plus. Alors justement, j'aimerais aussi rebondir. Est-ce que vous avez hypnotisé le dérangeur? Oui. D'accord. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce qu'il y a des souvenirs par rapport à ça?
Ou un protocole à respecter, justement, en matière d'hypnose. Alors, oui, il y a un protocole. Il y a un protocole que j'ai élaboré un petit peu au fur et à mesure, d'ailleurs, parce que au début, je savais pas trop. Hein, je savais faire de l'hypnose, de l'hypnothérapie, ça je connaissais, mais particulièrement les cas d'abduction, je savais pas trop. Il faut se mettre d'accord avec la personne sur ce que l'on va explorer. C'est important. On met pas la personne en état d'hypnose et on laisse filer. Non, on s'accorde à retrouver un souvenir, ou retrouver une situation. C'est pas forcément un souvenir en tant que tel, mais en tout cas une situation. Ensuite, on met la personne en état d'hypnose, etc. Ce qui est très important, et d'ailleurs on le dit avant, on ne va jamais mettre la personne en danger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une assurance que la personne puisse aller voir, aller explorer sans être vraiment en danger. Si la personne ne veut pas ou a trop peur ou ne supporte pas, eh bien soit on arrête ou soit on a des stratégies de contournement. On a des stratégies de contournement et si ces stratégies de contournement ne fonctionnent pas, eh bien, il ne faut pas aller plus loin. Je pense que c'est important au niveau justement de l'économie psychique du sujet. C'est très important. Et on est là pour aider la personne et non pas pour savoir à tout prix. Ça, c'est encore une caractéristique du cerveau. On est là pour aider les gens et non pas pour savoir et surtout imaginer ou faire imaginer à la place. Ça, c'est très important. Comment est-ce que vous avez été convaincu de la véracité du récit de Bérengère? Et deuxième question qui est liée, comment est-ce qu'on peut être convaincu de la véracité d'une personne qui vient du Je dirais qu'on n'est jamais convaincu de la véracité d'une histoire. N'importe qui, même les historiens, comment être convaincu, par exemple, que Napoléon a existé? Je veux dire, des gens me l'ont dit, je l'ai lu dans des livres, mais moi je l'ai pas vu, Napoléon. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que, quoi qu'on vous dise, il s'agit d'une histoire qui est dite, qui est donnée. Et ce qui l'intéresse, c'est pas tant la véracité du sens que ça fait pour la personne. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait cette personne de ce qu'elle a vécu ou de ce qu'elle ressent, en tout cas des sensations, des sentiments, des émotions qu'est-ce qu'elle en fait? L'histoire vécue, alors, faut que je sois quand même un peu plus précise que cela, il y a quand même beaucoup de détails qui reviennent et qui se croisent et qui me font penser à la véracité des choses. C'est-à-dire que pas forcément des histoires standards telles qu'on les dit un peu partout. Il y a quelquefois des détails qu'on ne peut pas savoir par ailleurs. Et que certaines personnes recroisent de nouveau les choses. Je ne les dirai pas maintenant parce que sinon tout le monde peut s'en emparer. Mais il y a certaines choses très précises et là ça peut pas être inventé. Ça peut pas être inventé. Donc ça me fait penser que ces situations existent. Maintenant, de quelle manière elles existent, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'autres plans de réalité? Est-ce qu'il s'agit de mondes parallèles? Est-ce qu'il s'agit... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, certains détails me font penser qu'il y a une réalité. Alors, en ce qui concerne Bérengère, c'est parce que je connais Bérengère. Je connais Bérengère, je sais que c'est quelqu'un qui est dans la vérité d'une manière générale, qui n'aime pas mentir, où que ce soit, et qui a une personnalité stable. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour briller ou pour se faire connaître, etc. D'ailleurs, elle témoigne, mais elle n'est pas fanatique de témoigner. Ça lui apporterait rien au niveau d'elle-même de raconter ça à tout le monde et d'en faire étalage. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, encore une fois, ce qui est dit, même si la personne en est convaincue, on ne peut pas savoir si c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup aussi de manipulation en dehors de la personne elle-même. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi son cerveau qui est manipulé, ses souvenirs qui sont manipulés. Il peut y avoir ça, et ça, on le sait pas vraiment. Il peut y avoir des gens qui ont dit une histoire, puis après ils se rendent compte dans leur histoire, il y a quelque chose qui cloche. Et là, on peut aller chercher des choses aussi. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Il faut être très attentif aux détails. Parce qu'il y a quelquefois des détails, par exemple, qui paraissent pas logiques. Ou bien des détails qui tout d'un coup s'ouvrent sur autre chose. C'est pas un processus une fois pour toutes. C'est vraiment un cheminement. Hein, les souvenirs d'abduction, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des groupes de parole, parce que les groupes de parole permettent de faire avancer les choses, donnent des détails, font penser à un souvenir
particulier dont on n'avait pas le rappel auparavant. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est jamais fini. Oui. Est-ce que sous hypnose, le fait, par exemple, de revivre des émotions intenses, des sentiments, on parlait de peur tout à l'heure, je sais pas, des peurs, des choses comme ça, est-ce que ça aussi, ce ne serait pas peut-être pas une preuve, mais en tout cas un témoignage en faveur de la véracité du récit? Alors c'est vrai, ça, c'est vrai, parce qu'on dit souvent que le corps ne ment pas. Et il est vrai que quand des gens mentent, avec un petit peu d'expérience, on peut le voir, on peut le subodorer, on peut se rendre compte. Quand il y a effectivement des sentiments, des sensations très fortes, on peut penser qu'on est face à des choses qui ont existé, qui sont réelles, qui ont en tout cas une résonance émotionnelle. Ça c'est vrai. Maintenant, encore une fois, on doit savoir s'il s'agit de ce que la personne a vu. Il arrive que quelquefois il y a comme des écrans, il y a des souvenirs écrans, par exemple. Je me souviens, par exemple, que pour Bérangère, il y a eu un moment où elle voyait une chouette, un taureau. Et elle était vraiment, c'était au tout début, ça, avant que tu vois les grilles. Et elle avait toute une situation où il y avait le taureau, et d'ailleurs, ça t'avait ému, ce taureau-là. Il t'avait ému pour différentes raisons, et tu étais fixé sur les yeux du taureau. Donc, cette scène de taureau qui a certainement existé, je suppose que c'est une autre scène qui existait pour toi ailleurs, cachait autre chose. Et quand on a été un petit peu plus loin, en fait, d'autres choses ont ressurgi qui n'avaient pas à voir avec le taureau, sauf les yeux du taureau, qui étaient là, le signe marquant de ce qui s'est passé après pour une autre scène, une autre situation. Alors justement, pour rebondir sur son souvenir écran, aux États-Unis, il y a effectivement un certain nombre de chercheurs qui sont intéressés à ces idées-là. Déjà Bob Hopkins, pour commencer. Il y a aussi un chercheur américain, dont le nom m'échappe, qui a écrit un livre justement sur owls en anglais, les chouettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces souvenirs écrans de chouettes les chouettes ont des grands yeux noirs. Et en fait, souvent les êtres qui sont décrits au sein de ces vaisseaux, on va dire, pour parler rapidement, ont des grands yeux noirs. Donc effectivement, ces souvenirs écrans ou des daims aussi, ça a été cité. Le taureau, c'est déjà plus rare parce qu'effectivement, à part un cas où il est question d'un taureau, les autres ne me parlent pas. Ce qui est intéressant là, c'est je pense que le taureau avait une signification particulière dans l'état émotionnel de Bérangère. Et donc, on peut penser que son cerveau, c'est peut-être son cerveau lui-même qui a fait cette conjonction, puisque on le voit en psychanalyse, on le voit aussi, sans qu'il soit question d'abduction, qu'il y a des associations d'idées qui se font. Donc là, cette situation particulière du taureau impliquait émotionnellement quelque chose pour Bérangère, et ensuite ça a été traduit vers autre chose, effectivement. J'aimerais revenir justement vers Bérangère par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur ce que vous avez dit, ces êtres. Avec 12 midi, quelque chose que vous faites partie de nous, vous êtes de nous, vous êtes nés de nous, de notre civilisation, parce que j'ai compris. Ça, c'est aussi un récit qu'on retrouve un peu partout, des deux côtés de l'Atlantique. Là, c'est assez surprenant. Est-ce que vous avez reçu des explications là-dessus? Est-ce que c'est un questionnement que vous avez? Je voyais l'être trouble, toujours, à côté de moi, c'est à côté de moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais une des leurs. Je sais pas comment, je savais que j'étais une des leurs. C'était un ressenti. Voilà, c'était un ressenti. Et ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est que il fait ça pour notre bien. Je ne savais pas, comme je savais que j'étais une des leurs, je ne savais pas si c'était notre bien, nous les humains, ou notre bien, nous ce que j'étais à ce moment-là. Voilà. C'est ça le message. C'était, on fait ça pour notre bien. Notre bien à qui, je ne sais pas. Récemment, il y a eu des choses concernant justement des abductions, d'autres phénomènes peut-être insolites. Là, tout de suite, je vois pas, non. Il y a eu un truc, mais je me rappelle plus, là. La bouche, c'était juste avant l'an. Je sais pas, ça fait 3 ans, déjà. D'accord. Donc, vous avez observé une boule. J'ai vu une boule. Vous nous la décrire? Une boule comme ça, là. Transparente avec des lumières, pâles. Il y a plusieurs lumières, vert, rose, qui bougent.
Elle avançait, elle était à quoi, 10 mètres de moi, hein, elle avançait tout doucement, et en fait, elle était consciente. C'est cool, elle était consciente. Ouais, elle était consciente. Et j'ai pleuré parce que j'étais heureuse de la retrouver. Comme si vous l'aviez déjà vu auparavant. Voilà, une éternité. D'accord. Ça, c'est intéressant, effectivement. Ici, on évoquait peut-être quelques hypothèses autour de ces abductions. Je sais pas, Isabelle, Alors, parce que plus de temps qu'on peut nous enquêter, j'imagine que vous devez avoir peut-être un certain nombre d'informations oui, qui se recoupent. d'informations, oui, on peut avoir des hypothèses. À mon avis, il y a plusieurs possibilités et plusieurs choses. Je pense que dans les abductions, il y a alors des êtres certainement, alors venus d'ailleurs d'autres civilisations, d'autres planètes peut-être, ça je ne sais pas, d'autres dimensions certainement. Et il y a aussi par ailleurs l'hypothèse d'abduction terrestre, c'est-à-dire peut-être certains êtres avec l'armée, parce que ça, lors d'hypnose aussi, des types de militaires, ça on en a entendu parler. C'est ce qu'on appelle les MILABs, hein, les laboratoires militaires. Voilà. Donc ça, alors comment c'est, pourquoi c'est, etc. Je ne m'aventurerai pas à le dire parce que je n'en ai pas de preuves, mais en tout cas, ce sont des choses que l'on entend relativement fréquemment. Il y a donc une auteure que j'ai citée tout à l'heure, qui s'appelle Carla Turner, qui a beaucoup écrit sur le sujet, justement. Elle a elle-même vécu des choses avec son mari et ses enfants à l'époque. Elle a aussi rencontré ensuite beaucoup d'abductés qui ont témoigné avoir vu des êtres de type gris, petit gris, avec des êtres humains habillés en militaire. Voilà. Et souvent, ils déclarent avoir été enlevés dans des bases souterraines, parfois dans des grottes, voilà. Tout ça sont des témoignages que l'on rencontre non seulement dans les ouvrages Carla Turner, mais dans d'autres aussi. Hein. Voilà, il y en a d'autres. Il y a un auteur allemand qui a écrit sur le sujet. Il y a quelques autres. Ça, ce sont effectivement des histoires très peu connues en France, à part quelques spécialistes. On a je me souviens de personnes qui, alors sous hypnose ou bien même en souvenir, parlaient beaucoup de hangars, de se promener dans d'énormes hangars avec des vaisseaux spatiaux reconnus dans ces hangars-là. Et ça, avec des ascenseurs aussi qui descendent dans des endroits très très profonds. Enfin, voilà. Et ça, c'est des choses qui sont récurrentes. On les retrouve parmi nos adhérents. Pas qu'aux États-Unis, apparemment. Alors, je ne sais pas si une armée véritablement française ou bien des types paramilitaires, ça je ne peux pas dire. Mais en tout cas, on le retrouve aussi parmi les gens qui sont dans le sérum. Oui. Pour conclure, peut-être, quel pourrait être l'objectif assigné à ces êtres, justement, à travers des abductions? Est-ce que vous avez une idée, un objectif aujourd'hui? Alors, beaucoup disent, ou bien les personnes qui ont été en contact avec eux vont vers ça. Beaucoup parlent de la planète, parlent des états de guerre, des états les humains sont des gens un petit peu ingérables et sont des gens qui vont dans tous les sens. Et montre des scénarios catastrophes de la planète qui est en désolation, qui a subi, semble-t-il, des guerres ou bien des explosions, des choses comme ça. Ça, les personnes en parlent. Et souvent, les personnes qui suivent donc ce cheminement vont vers je dirais change de vie, ou tout du moins vont vers des vies beaucoup plus fraternelles, écologiques aussi. Il y a l'écologie, alors il y a le soin à la planète, la fraternité aussi, et le soin aux autres. Certaines formes de spiritualité. De spiritualité. Et ça, vraiment, il y a un cheminement qui se fait de la part des personnes, c'est évident. C'est évident. Alors, est-ce que c'est ça le message? Peut-être, certainement, hein, je pense que là, en tout cas, c'est évident que on ne peut pas ignorer, ça a un tel impact dans la vie des gens que les gens ne peuvent pas l'ignorer. C'est très rare des gens qui mettent ça sous le boisseau et après restent comme ils étaient. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. Par contre, des gens qui
se sont sentis ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir dire aux autres et se rétractent, ont vraiment une vie sociale quelquefois très difficile. On en a qui ont vraiment des vies sociales très difficiles, qui peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus être avec les autres. Ça, l'impact, il est important. Alors, Bérengère, je voudrais te poser peut-être cette fois-ci une petite question. Qu'est-ce que le CERO, concrètement, vous a apporté par le biais du suivi? Et là, ça va paraître énorme, mais je pense que le CERO m'a sauvé la vie. Je pense que tous on est reconnaissants vis-à-vis de Myriam. Parce que vraiment, Myriam moi, Bellemire, président du CERO. Qui a créé le CERO. Parce que quand moi je suis arrivée au CERO, j'étais dans un tel état, je pouvais plus travailler, j'étais enfermée chez moi, j'en pouvais plus quoi, j'étais au bout du monde, j'étais dépressive et en fait le CERO m'a vraiment sorti là. Le fait de pouvoir parler à Nicolas et après à Isabelle, ça m'a vraiment aidé, ça m'a sauvé la vie. Mais beaucoup de gens du CERO le disent maintenant. C'est vraiment une illustration de ce que disait Isabelle Complètement. par rapport au travail de suivi du CERO. D'accord. Donc on peut dire que le CERO, finalement, a une œuvre d'utilité publique. Si on pouvait avoir des subventions pour ça, oui. Je rigole, mais non, on préfère d'ailleurs être indépendant et ne rien devoir à personne, ça c'est évident. Mais c'est vrai. Et alors non seulement il y a le suivi, effectivement, qui dit les psychologues, mais moi je pense que les groupes et les relations des personnes entre elles dans le CERO, c'est important. C'est le groupe de parole, et parce que les gens se voient aussi en dehors des groupes de parole. Il y a des amitiés qui se forment, il y a et de toute façon une fraternité qui se fait. Bon, même s'il y a comme partout ailleurs des petits bisbilles, évidemment, c'est normal, on est humain, mais il y a cette fraternité intense et durable aussi qui existe et qui perdure tout au long des années. Les gens, bien sûr, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, etc. Et on n'est pas attaché à ce que les gens restent absolument ensemble. On n'est pas une secte. L'intérêt, c'est d'être un moment, un point d'appui, un rocher, je dirais, dans cette espèce de temps bizarre dans lequel les gens évoluent. On est comme un rocher là qui est là pour que les gens reprennent appui, reprennent confiance, puis après ils peuvent vivre leur vie. Voilà. Mais c'est important, je crois que c'est vraiment, oui, d'utilité publique certainement. Donc important effectivement de faire savoir les travaux, les résultats des travaux que vous faites, et aussi vous pouvez aider concrètement les gens avec Bérengère, qui bien entendu participer déjà à un certain nombre de réseaux d'amis, j'en représente un, parmi d'autres. Voilà. Et on peut aussi peut-être conclure sur le fait que l'un des outils de communication, c'est le livre, parce qu'il y a un livre qui est sorti sur le CERO France, écrit par les membres du CERO France. Et ça, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on a voulu absolument donner la parole aux personnes en racontant leur propre histoire. C'est-à-dire que on a contacté un certain nombre de personnes du CERO qui avaient des histoires assez variées, alors qui pourraient paraître extraordinaires aux gens qui ne les vivent pas, mais ceux qui connaissent ces histoires-là s'y reconnaîtront. Il y a toujours un détail qui fait penser que oui, ça c'est vrai, ça j'ai vécu la même chose. Et je crois que c'est important de pouvoir lire ce livre si on en a la possibilité, pour savoir ce que les gens vivent. Et les gens ont beaucoup dit ce qui se passait avant et après, c'est-à-dire avant le CERO, et beaucoup de gens disent qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient complètement affolés, enfin. Et puis la rencontre avec le CERO, et ce que disait Bérengère est vrai, où il y a une sorte de reconnaissance sociale, d'accueil. Donc ça c'est important. Je crois que socialement c'est important d'avoir une structure comme celle-ci. Très bien. Est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter? Non. Je vous remercie. Bien. Merci à vous. Merci de vos témoignages. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis l'idée, c'est effectivement de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir partager avec d'autres instances, telles que les repas UFO, toujours en étant sûr que les gens sont de bonne volonté et sont authentiques et sincères. C'est très important pour nous, et que il n'y a pas de gloire à se faire, ni d'argent à se faire. On est dans la sincérité, la recherche et l'accueil. Et on sait qu'avec vous, évidemment, c'est gagné. Voilà. Travaillons en partenariat, c'est ça le plus important.